Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 25e numéro du magazine de la FDV. Bonjour à toutes et à tous et tout de suite bien retrouvons les titres du numéro de ce mois. Alors, au sommaire, nous découvrirons tout d'abord un adage, Superficies solo quedit. Nous aurons ensuite présenté les actualités qui sont développées ce mois dans le magazine de la faculté de droit virtuel, puis la présentation de l'un des grands arrêts de la jurisprudence civile. Et enfin, après l'extrait habituel de l'interview juridique du mois, nous recevrons Guillaume Godineau pour son colloque Intelligence économique et stratégique organisé dans le cadre du Master 2 de Sciences politiques de la faculté de droit. Tout de suite, l'adage Superficies solo quedit. Superficies solo quedit. La surface cède au sol. Cet adage signifie que tout ce qui s'incorpore à un immeuble est censé en faire partie et appartient au propriétaire. Tout de suite, la Gazette. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette Gazette sur le site de la faculté de droit virtuel à la rubrique Gazette. Actualité jurisprudentielle, actualité législative. Commençons par l'actualité jurisprudentielle qui est d'ailleurs assez riche, notamment concernant la question relative à la conventionnalité du parquet qui suscite une importante actualité jurisprudentielle. Alors on le voit avec l'arrêt de la Cour de Strasbourg dans l'affaire Moulin contre France du 23 novembre 2010, mais également au niveau national, la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision du 15 décembre 2010. Le parquet français ne serait pas un juge au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, peut-être suite et fin. Rupture amiable et transaction, une frontière infranchissable, c'est la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 15 décembre 2010, qui nous rappelle que la rupture amiable et la transaction, si elles sont toutes deux issues d'une négociation entre l'employeur et le salarié, eh bien, présentent un objectif radicalement différent et ne peuvent donc se confondre. Inopposabilité à la procédure collective des paiements effectués par le débiteur au cours de la liquidation judiciaire. C'est une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 novembre 2010. L'émission de chèques et les virements réalisés par le débiteur seul, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, eh bien, sont sanctionnés par l'inopposabilité, indépendamment de leur cause. L'absence de primauté des privilèges des juridictions françaises réaffirmée en matière de divorce international, c'est la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2010, eh bien, dans une procédure de divorce qui oppose un Français et une franco-malienne qui a réaffirmé l'exclusion du privilège de juridiction fondé sur l'article 15 du Code civil, alors que la juridiction malienne s'est valablement reconnue compétente et que sa saisine initiale n'avait aucun caractère frauduleux. Actualité législative maintenant, avec Cancun, un pas de plus dans la lutte contre les changements climatiques, c'est l'accord qui en est résulté. Un an après la conférence de Copenhague, une conférence donc a été organisée à Cancun sur les changements climatiques et après 2 semaines de négociations, a pu donner lieu à un accord de compromis. Du nouveau pour les professions réglementées, c'est la loi numéro 2010-1609 du 22 décembre 2010, donc relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, eh bien, qui apporte des précisions quant à certaines professions réglementées, avocats, notaires, huissiers de justice, et innove eh bien, en créant une nouvelle procédure à destination des avocats. Réforme de la médecine du travail, c'est une proposition de loi relative à l'organisation de la médecine du travail. Nul doute effectivement que l'actualité malheureuse de ces dernières années au sein de différents groupes eh bien, donne toujours plus de crédit et renforce la volonté de mener à bien cette nécessaire réformette tout de même selon l'auteur de cet article. Enfin, responsabilité pénale en cas de trouble mental, c'est une proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. Eh bien, ce texte, adopté par le Sénat le 25 janvier 2011, propose en 3 articles de modifier la responsabilité pénale applicable en cas de trouble mental lors de la commission d'une infraction. Voici pour les brèves de ce mois. Je propose tout de suite de retrouver le grand arrêt du mois avec Gérald. Rappelez-vous, lorsque vous visitez les Alpes du Sud, du petit village de Guillestre, aux apparences calmes et paisibles, il s'anime gaiement lorsqu'a lieu sa foire annuelle. Et pourtant,
Cette foire existe suite au massacre d'un homme en 1473. Cette foire a été le lieu, 400 ans plus tard, d'un accident que nous pourrions qualifier de bête. En effet, les différents éleveurs de la région se rendent chaque année à la foire de Guillestre avec leurs animaux. Cette année-là, le sieur Lédon ne change pas ses habitudes. Il se rend sur la place avec ses mulets. La journée est radieuse, et M. Lédon pense à ses affaires, alors que ses bêtes déambulent dans la rue centrale, mangent de l'herbe dans les caniveaux ou dorment le long de la route. À quelques pas de là, Alexandre Montagnier, abattu par la chaleur, s'est assis au pied d'un mur, vestige des anciens remparts en pierre de Guillestre. Songeur, il regarde la vallée, ce qui deviendra le parc des Écrins. Lorsque, tout à coup, le mur sur lequel il s'adosse se met à vibrer, sous le poids d'un âne qui s'est vautré de l'autre côté du mur. Malheureusement, il n'a pas le temps de se relever, le mur s'écroule. Aussitôt, des habitants, passants et éleveurs se précipitent autour d'Alexandre, qui est visiblement blessé. D'autres rattrapent l'âne que la chute de pierre a effrayé. Monsieur Montagnier se remet de ses blessures et décide alors d'obtenir réparation. Il assigne le propriétaire du mulet, monsieur Lédon. Seulement, comme les premiers juges et ceux de la cour d'appel de Grenoble ne lui donnent pas satisfaction, il se pourvoit devant la cour de cassation. Celle-ci adopte une solution différente, puisque, dans un arrêt en date du 27 octobre 1885, elle retient que la responsabilité édictée par l'article 1385 du Code civil repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l'animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en faisait usage au moment de l'accident, que cette responsabilité ne peut céder que devant la preuve soit d'un cas fortuit, soit d'une faute commise par la partie lésée. Ce faisant, elle retient la responsabilité du sieur Lédon et octroie une indemnisation au sieur Montagnier. Alors, si nous oublions les épisodes tragiques de la foire de Guillestre, cet arrêt nous rappelle nos responsabilités. Intéressant, non? Alors, Céline, vous avez reçu ce mois-ci, dans le cadre de votre interview mensuelle, le professeur Cyril Nourrissat, universitaire, avocat, qui vous a parlé de la récente réforme du droit français de l'arbitrage. Oui, tout à fait. Alors, nous avons pu revenir sur la promulgation du décret du 13 janvier 2011, et notamment sur le renforcement des pouvoirs du tribunal arbitral. Eh bien, écoutez, nous regardons tout de suite un court extrait. Pour ce qui est de l'arbitrage international, on est dans la même tendance, mais cette fois-ci avec cette dimension internationale et cette dimension, j'allais dire, quasi universelle du droit français de l'arbitrage. Sous l'ancien régime, procédant du décret de 1981, le président du tribunal de grande instance de Paris s'était vu reconnaître des compétences en matière d'arbitrage international. Compétences qui étaient définies dans deux hypothèses bien précises. La réforme de janvier 2011 confirme cette vocation universelle à l'appui du président du tribunal de grande instance de Paris, mais ouvre les hypothèses en décidant que ce président du tribunal de grande instance de Paris sera compétent parce que l'arbitrage est soumis au droit français, parce que l'arbitrage se déroule en France, mais parce que, bien que l'arbitrage se déroule ailleurs, les parties ont choisi de confier aux juridictions françaises le soin d'exercer cet appui, et aussi, et c'est là aussi encore une consolidation de la jurisprudence, un arrêt extrêmement important, l'arrêt Nioc, parce que l'une des parties serait confrontée à un déni de justice internationale, donc vocation universelle du président du tribunal de grande instance de Paris. Et au final, je crois qu'il y a là un hommage qui est rendu à la qualité du système juridictionnel. En conclusion de ce magazine, nous recevons Guillaume Godineau pour la prochaine organisation, dans le cadre du Master 2 de sciences politiques de la faculté de droit, du colloque Intelligence économique et stratégique. Guillaume Godineau, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, ce colloque se veut un exercice pratique qui s'inscrit dans le cadre de la validation même de la formation au sein de ce master. Alors, peut-être en premier, pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce master et sur son cadre en général? Oui, alors il s'agit du Master 2 professionnel droit et sciences politiques, parcours intelligence économique et stratégique, donc qui existe depuis 8 ans. Et ce colloque, en fait, existe également depuis 8 ans, puisqu'il est organisé dans le cadre d'un séminaire intégré à l'évaluation même du
du diplôme dans le cadre du contrôle continu dont j'assure la direction. Et donc depuis cette année, nous organisons ce colloque qui est un événement annuel, un temps fort du Master 2 professionnel. Il permet de faire le lien avec le monde professionnel à travers les différentes thématiques qui sont traitées en lien avec nos partenaires institutionnels durant toute cette période. D'accord, alors vous disiez que ce colloque existe depuis 8 ans. Quel en sera le thème cette année ? Alors, il y a 2 ans, il était consacré à l'intelligence économique face à la crise. Est-ce que les outils de l'intelligence économique sont utiles face à la crise ? L'année dernière, nous avions repris la thématique développée au niveau national, passer à l'offensive suite à la crise, ne plus être en posture défensive, mais passer à l'offensive, à l'export, à l'international, s'organiser au niveau local également pour développer l'emploi, la croissance et le lien notamment en termes de formation et d'employabilité. Et cette année, en lien avec nos partenaires, nous avons donc décidé de prolonger la thématique de l'an dernier en mettant l'accent sur deux points que nous avons décidé de corréler. D'une part, l'intelligence économique territoriale, qui s'inscrit dans la mise en place de la nouvelle politique publique nationale, à savoir la sécurité économique fait désormais partie d'un des 5 piliers de la défense nationale, et elle se traduit au niveau local par la mise en place d'un schéma régional d'intelligence économique qui a pour but de coordonner l'action des pouvoirs publics et des acteurs privés en créant des synergies au niveau national et local. Et d'autre part, nous avons donc lié cette thématique d'intelligence économique territoriale avec la notion d'attractivité à l'international. Alors, attractivité sous ces 2 aspects. D'une part, attractivité du territoire vis-à-vis de l'extérieur pour faire venir les ressources externes sur le territoire. Et d'autre part, attractivité à l'extérieur, donc projeter les différentes ressources de Rhône-Alpes au niveau international, puisque le master, depuis l'origine, est très ancré avec ses partenaires locaux au niveau économique, puisque Rhône-Alpes est une région riche à tout niveau en termes d'emploi, de ressources, de diversité des secteurs d'activité, de recherche scientifique. Donc nous avons donc lié intelligence économique territoriale et attractivité à l'international, le cas de Rhône-Alpes, quid de Rhône-Alpes, et donc les différents intervenants seront à la fois des intervenants locaux, de structures comme ERAI, Entreprise Rhône-Alpes Internationale, l'ADERLI, les représentants rhône-alpins du commerce extérieur pour la France, des représentants également de structures privées qui nous feront part de leur expérience dans leur recherche d'attractivité à l'international. Et puis enfin, une dernière partie qui sera consacrée au regard, regard des représentants étrangers implantés au local, donc nos partenaires étrangers, notamment institutionnels, avec la présence donc du consul général des États-Unis près de Lyon, du consul honoraire de Lettonie également près de Lyon, qui nous donnera le regard un peu plus à l'est, et puis également le représentant économique du gouvernement de Catalogne, qui est l'un des 4 moteurs de l'Europe, et donc là qui nous donnera le regard d'un des partenaires privilégiés de Rhône-Alpes au niveau d'un territoire qui n'est pas un État, mais comme Rhône-Alpes, une région. Alors, vous parlez justement de tous ces aspects, schémas locaux, nationaux, internationaux, question d'attractivité. Alors, justement, l'un de vos partenaires, la Chambre de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes, donne à cette manifestation un soutien important à travers notamment un rôle de passerelle avec le monde entrepreneurial privé. Ces liens avec les partenaires est très important, tant dans le cadre de la formation que peut-être plus largement d'ailleurs dans le cadre des nouvelles politiques universitaires dans le contexte actuel. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle les 3 axes développés pour le colloque et que traiteront les intervenants sont d'une part les politiques commerciales et industrielles au niveau des marchés internes et externes, mais également la formation. La formation professionnelle. Quelles attentes des acteurs privés en termes de formation, aussi quelles ressources pour la faculté et l'université qui sont importantes dans ce cadre-là. Il convient de le faire savoir parce que à ce niveau-là, il se passe beaucoup de choses. Et enfin, bien évidemment, la recherche scientifique et les partenariats scientifiques dans leurs applications concrètes.
donc au niveau universitaire, mais pas seulement, également avec les acteurs privés français et le cas échéant également étrangers. Bien, écoutez, on vous remercie pour toutes ces précisions. Nous rappelons d'ailleurs que votre colloque, comme tous les colloques qui sont organisés au sein de la faculté de droit, seront à la fois filmés et ensuite mis à disposition sur le site de la faculté de droit virtuel de Lyon. Peut-être vous nous rappelez la date et le lieu du colloque? Oui, alors le colloque se déroulera le jeudi 17 mars de 14h à 19h. Alors cette année, le colloque se déroule uniquement l'après-midi. Alors pour différentes raisons, parce que ça permet notamment, c'est un horaire qui correspond mieux pour la venue notamment de dirigeants de PME, du secteur privé, mais également nos étudiants et nos collègues universitaires du pôle universitaire de Lyon. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous le 17 mars à 14h en amphithéâtre Huvelin. Au 15 quai Claude Bernard, tout à fait. Parfait, merci à vous. Avec le soutien de la FDV, je ne l'ai pas précisé, de la faculté de droit virtuel, qui nous soutient depuis toutes ces années, et du SUEL également, du service universitaire d'enseignement en ligne. Merci sans qui beaucoup. nous ne pourrions diffuser ce colloque, je le précise. C'est une ressource importante pour nous. Merci. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Eh bien, pour un nouveau numéro du magazine de la FDV.